Avec moi, Karen Lachapelle, 35e Salon du Livre. Oui, c'est la 35e édition cette année. On est très heureux d'accueillir les gens à Ville-Marie. Bon, si on parle de Karen Lachapelle, qui est-ce? Dans la vie de tous les jours, je suis propriétaire du journal Le Reflet, des éditions Zélé, ainsi que Impression et design graphique. Et depuis la dernière année, en plus, je suis directrice générale du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, vous connaissez l'écriture. Oui, je connais le monde. Je connais le monde du livre, justement. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus me chercher à titre de directrice générale, vu que je fais tous les salons partout au Québec. Il y en a plusieurs en Ontario aussi, au Nouveau-Brunswick. Donc, j'avais une expertise, je pense, qu'ils voulaient venir chercher, là. Un beau grand salon. Là, c'est tranquille parce que c'est l'heure du dîner. Mais auparavant, on a eu les élèves. Cet après-midi au grand public. On a encore des groupes scolaires cet après-midi jusqu'à 15 heures. C'est l'ouverture au grand public dès 15 heures, justement, où que là, monsieur et madame tout le monde va venir nous visiter, venir voir toutes les activités qu'on leur présente. Vous avez invité quand même des auteurs, mais plusieurs auteurs, mais il y en a plus populaires que les gens veulent venir voir, j'imagine. C'est sûr que si on nomme l'humoriste Lise Dion, maintenant auteur, oui, elle attire les foules, les journalistes Jean-François Lépine, Michel Jean, Martin Larocque, au niveau de l'horreur, Patrick Sénécal, un incontournable. Je pourrais en nommer. On a 40 auteurs invités, au-dessus de 80 auteurs présents. Donc oui, il y a une belle brochette d'invités. On parle de combien de kiosques? On a 83 stands, donc c'est une année record ici aussi à Ville-Marie. Je vous dirais que tout va très bien à ce niveau-là. Est-ce que vous trouvez que les élèves, les plus jeunes, maintenant, lisent plus, veulent acheter plus de livres et veulent connaître les auteurs? Je vous dirais que oui, et pas rien qu'ici en Abitibi-Témiscamingue, un peu partout au Québec. J'ai la chance de me promener et oui, les groupes scolaires sont intéressés, aiment les auteurs, aiment les rencontrer, achètent énormément. On pense souvent que les jeunes lisent moins ou l'avenue de l'électronique et de numérique et nommez-les tous, mais non, c'est pas vrai. Les jeunes aiment ça encore et on le voit dans les salons du livre. Donc, on ne retrouve pas de livres pour brancher sur iPad ou quoi que ce soit, là. Non, pas ici, on est dans le papier. On est totalement papier en fin de semaine. C'est ça, c'est le vrai. On peut toucher, on peut le sentir. Oh oui, et on peut rencontrer les auteurs, on peut faire signer nos livres aussi, on peut lors des séances de dédicaces, c'est vraiment un rendez-vous, un incontournable. Si on parle de bénévoles maintenant, parce que bon, ça n'en prend, on parle de combien? C'est difficile, mais c'est sûr que c'est plus d'une centaine de bénévoles. Le comité organisateur est bénévole aussi. Donc, c'est des gens extraordinaires qui travaillent depuis des mois à présenter une programmation, l'aménagement. C'est un tout. C'est un travail vraiment d'équipe. Je suis chanceuse parce que j'ai l'équipe exceptionnelle qui travaillent fort, qui ont à cœur ce qu'ils font. Et on peut compter sur des équipes de bénévoles dans chaque sous-comité qui font de ce salon une réussite. Bien, merci beaucoup. J'espère que les gens vont se promener, toucher, regarder et discuter. Je suis convaincue et j'invite les gens à venir nous voir, justement. Et même ceux qui aiment un peu moins les livres ou se demandent qu'est-ce que je fais ici, vous pouvez faire des super belles découvertes. Vous pouvez jaser avec les gens. Vous n'êtes pas obligé d'être un maniaque des livres pour venir au Salon du Livre. Au contraire, c'est un rendez-vous plaisant, un rendez-vous qu'on peut faire en famille. Donc, je lance l'invitation aux gens. Merci beaucoup. Merci à vous. Celle qui nous a accueillis, Mylène Falardeau. En tout cas, merci, Mylène. Ça me fait bien plaisir. Je suis toute à votre disposition. Et on sait qu'il y a toujours des personnes qui courent. C'est quoi ta tâche au juste ici au salon? Moi, en tant que responsable des communications, je dois veiller à ce que à bien informer les médias, à bien informer aussi la population sur les événements aussi qui vont se tenir lors du Salon du Livre et aussi coordonner les demandes d'entrevues. On a eu la diffusion aussi d'émissions de radio qui a eu lieu jeudi. CKVM est diffusé ici. Radio-Canada a diffusé vendredi matin et aussi en après-midi. Donc, toute coordonner les demandes de la part des médias pour la couverture du Salon du Livre. C'est sûr que c'est un événement qui revient aux 5 ans. C'est un événement qui jouit, je peux dire, d'une couverture sur la chaîne nationale. Donc, partout au Québec, il y a des gens, il y a des éditeurs qui viennent de partout. Donc, c'est sûr que eux, on doit justement les accueillir justement et bien les informer aussi. Est-ce que, bon, justement, les éditeurs veulent faire connaître un auteur en particulier ou c'est toi qu'il faut qu'elle aille chercher
Je vous dirais que les médias veulent en premier avoir des auteurs bien précis. On parle entre autres de Patrick Sénécal qui est très en demande. On a joué avec un gros nom comme Les Ions qui joue d'une belle notoriété aussi au Québec. Donc c'est sûr que j'ai des demandes. C'est plus facile d'avoir les demandes des médias que pousser des auteurs, mais honnêtement, j'ai eu aucun refus de aucun auteur pour une demande d'entrevue jusqu'à maintenant. Il m'aide beaucoup dans mon travail. Donc, le sourire aux lèvres. Mylène, on parle de combien d'heures? Parce que là, les journées, là, on parle pas des heures de préparation auparavant, mais quand c'est le temps du Salon du livre. Parce que les gens ne savent pas là, le travail énorme que ça comporte. Fait que là, ça va pas de l'ouverture à la fermeture, là. Ah non, pas du tout, pas du tout. Lundi était un congé férié pour tout le monde et tout le comité mettait l'épaule à la roue pour venir à bout de compléter la préparation, monter les kiosques avec une équipe formidable à l'aménagement. C'est vraiment une synergie de tous les membres, de tous les comités. On s'entraide aussi. Moi, je m'occupe des communications, mais ça ne veut pas dire que j'aiderai pas les gens à l'accueil, à préparer des repas, disposer les plateaux. Donc, on parle pas beaucoup. On n'a pas compté les heures. Qu'est-ce qu'on trouve plus facile à compter? C'est nos heures de sommeil qui, des fois, peuvent raccourcir. On a des nuits courtes ces temps-ci, là. En tout cas, on trouvait ça important de parler aux gens, justement, qui sont dans l'action et qui accueillent tout ce monde-là et la préparation de tous ces livres-là. Ah ben, c'est évident que on a beaucoup de commentaires positifs, mais c'est vraiment tous les membres du comité organisateur et bénévoles qui reçoivent des commentaires positifs. À date, l'accueil, les gens sont vraiment emballés qui sont bien traités au Témiscamingue. Les gens sont chaleureux, ils ont un beau programme ici, c'est une belle édition du Salon du Livre, là. On est vraiment fiers. Merci beaucoup, Mylène. Puis c'est vrai que les gens de Témiscamingue sont accueillants et chaleureux. Ah oui, je pense que ça décrit bien la population du Témiscamingue. Ben, je vous invite à venir au salon. Avec moi, un auteur, Jonathan Reynolds. Bienvenue à Témiscamingue. Merci beaucoup. Je dis Témiscamingue, mais vous venez de quelle place? Moi, je viens de l'Estrie, à Sherbrooke. Pour être plus précis, c'est un petit village près de Sherbrooke, Bromptonville. C'est grand comme Ville-Marie. Ah, ben c'est parfait. Donc, vous n'êtes pas perdu. Pas du tout. Je me sens chez moi. J'ai un coup d'eau, je me suis trompé de place. Là, on parle un auteur, mais pas seulement de jeunes ou adolescents, là. Non. Moi, là, je suis un auteur assez varié. Ça fait drôle à dire, c'est comme si je m'enfleurais la tête. Mais non, j'écris autant pour les jeunes, les ados et les adultes. Mais c'est assez particulier, c'est des histoires de peur. Bon, c'est ça. Parce que là, on voit que différentes catégories. Bon, pour les plus jeunes, ça, c'est de quel âge à quel âge? Pour les plus jeunes, c'est dans la collection Zone Frousse, les 8-12 ans. Bon, en cachette, les 14 ans peuvent les lire, ou les parents, là, mais c'est spécialisé pour les 8-12 ans. Dans cette collection-là, moi, j'ai Cris de sang, Déguisement à vendre, je vois-tu trouver? OK, parfait. Et Page de terreur. Donc, des titres très joyeux. C'est comme Sissi au château et bon. Cette collection-là, ce qui est très intéressant pour les lecteurs, c'est qu'il y a plusieurs auteurs. Donc, si, par exemple, quelqu'un aime pas mes livres Zone Frousse, c'est pas grave. Il y a Richard Petit, Émile Lachapelle, Mathieu Fortin. Il va y en avoir d'autres aussi au cours des prochaines saisons. Donc, chaque auteur est identifié par une couleur. Moi, je suis le vert fluo ou vert morve. Comme je dis aux jeunes, ça les fait rire. Et vous êtes tous aux éditions Zélé. Oui, c'est bien ça. Tous aux éditions Zélé dans la collection Zone Frousse. Qu'est-ce que je pensais? Ah oui, c'est des romans de peur, mais les parents, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de grosse violence, OK? C'est épeurant, par exemple, mais c'est pas violent, là.
C'est pas violent, les membres restent tous là. Oui, les membres restent tous là, ou presque. Mais c'est pas seulement pour les jeunes, parce que vous en avez aussi pour adultes. Oui, j'ai pour les 15 ans et plus, j'ai La Nuit du tueur, qui est un très court livre. Lui, par exemple, il est plus violent. C'est pas parce que c'est court que c'est pour les bébés, là. Lui, c'est une histoire très simple. Ça se déroule à Bromptonville, là d'où je viens, à mon école secondaire. Puis je me suis mis dans la peau d'une fille qui se nomme Samantha. Samantha s'endort pendant son examen de sciences. Puis, tu sais, c'est pas le genre de truc qu'on fait habituellement. Puis lorsqu'elle se réveille, sur sa copie d'examen, il y a un début d'histoire d'horreur. Elle écrit pas ça, elle, habituellement, mais c'est son écriture. Puis l'histoire se nomme La Nuit du tueur. Puis elle se demande, coudon, c'est quoi? Je suis folle? Je suis possédée? Qu'est-ce qui se passe? Donc, La Nuit du tueur, c'est plus pour adultes. C'est un 15 ans et plus. Donc, tu te mets vraiment dans la peau des adolescents pour qu'ils puissent lire les livres. Oui, c'est ça. Moi, c'est mon plaisir. Moi, en fait, là, quand j'écris des ondes fous, je me mets dans la tête d'un petit gars, le petit gars que j'étais quand j'étais petit. Je suis encore petit physiquement, mais quand j'étais beaucoup plus jeune. Puis, parce que j'ai eu 2 grands frères qui sont âgés de 10 et 13 ans de plus vieux que moi. Donc, on fait le calcul. Quand moi, j'avais 5 ans, eux étaient ados et regardaient des films d'horreur. Donc, moi, j'avais pas le droit, mais je les écoutais, comme on dit. Mais, tu sais, vraiment, à la porte de ma chambre, là, puis t'entendais le monstre, puis là, des cris de l'enfer, puis je m'imaginais des scénarios, tu sais. Donc, j'ai comme grandi avec cet imaginaire-là. Donc, c'est ça. Quand j'écris, que ce soit pour ados, pour enfants, pour adultes, moi, je suis toujours baigné là-dedans de toute façon. Bon, je suis un bon gars aussi, là, mais... Donc, c'est pas des histoires vraies. On parle pas à Jack and Hyde. Non. C'est moi, Hannibal Lecter. Puis, en parlant de livres pour adultes aussi, c'est vrai, j'ai Épitaphe, toujours aux éditions Zélé. Celui-là, c'est 8 histoires dans un même livre. Donc, ça s'appelle Un recueil de nouvelles. Puis, donner un petit exemple, c'est ça, il y a une histoire, par exemple, que c'est une femme araignée qui dévore tous les mâles de son quartier. Tu sais, je vais vous donner un petit exemple rapide. C'est parce que j'utilise jamais de vampires, de loups-garous ou très rarement des fantômes. Pourquoi? Mais il y a tellement d'autres créatures qui existent. Je veux dire, les vampires, c'est le fun, Twilight et compagnie. Mais justement, tout le monde connaît c'est quoi un vampire. C'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Moi, j'aime ça y aller avec le vrai plat du jour, là, qui est pas réchauffé, tu sais, là. Donc, moi, parce que personnellement, c'est ce que j'aime faire. Parce que ce qui est important de savoir, là, en tant que lecteur, moi, en tant que lecteur d'épouvante, OK, quand je lis un livre d'un auteur, là, j'aime pas ça commencer. Le vampire se tenait. Bon, OK, je sais, c'est un vampire. On peut savoir du mystère. Surtout que l'horreur, là, c'est. De quoi l'être humain a le plus peur? C'est l'inconnu. Oui. Donc, le vampire de Manhattan. Bon, wow! On sent en partant dans quoi qu'on s'embarque. Donc, non, surtout dans l'horreur, dans la terreur, l'épouvante, il faut y aller avec l'inconnu. C'est pour ça que moi, j'essaie de baigner de mon lecteur de mystère, puis qu'il sache jamais jusqu'à la fin c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Là, tu vas dans les salons du livre. Est-ce que c'est... Bon, c'est pas le premier salon que tu vas? Non, pas du tout. Parce qu'un auteur veut se faire connaître. Est-ce que tu vas aussi dans les écoles? Parce que tu es animé, là, et tu es capable de verbaliser l'histoire de tes livres. Oui. Par contre, ma mémoire est pourrie pour tout ce qui est autre chose que mes histoires. Je vous l'avoue. Je pourrais même pas vous dire mon numéro de téléphone et ce n'est pas une blague. C'est pas parce que je veux pas. Mais non, je fais quelques animations dans les écoles. Ça commence de plus en plus. Les salons du livre, ça, je fais les tournées. Donc, j'ai fait... Les plus gros, j'ai fait toutes. Ben, quand je dis les plus gros, je veux dire, c'est les principales villes. Puis, donc, j'en fais 9 ou 10. Vous voyez un chiffre, je suis pas capable. 9 ou 10 par année, ça, c'est ça. Puis, je fais aussi des plus petits événements. Le Congrès boréal, qui est spécialisé en épouvante, science-fiction. Bon. Mais des rencontres des écoles, j'ai commencé à en faire et moi, je trippe. Je trippe parce que, au début, ça me stressait. Parce que je me disais, oh non, j'aimais pas ça, les exposés oraux, moi, quand j'étais à l'école. Mais c'est pas ça, là. Tu peux enfin parler de toi. T'es pas obligé de retenir, oui, le pingouin du Nord est... En 1534. Ouais, c'est ça. Des trucs que finalement, je vais oublier après l'exposé. Là, c'est comme, waouh, enfin, je peux parler de mes trucs qui m'intéressent, tu sais. Puis je suis là pour ça. Tu sais, pour une fois, t'es comme pas, bon, gars-là, il se vante, il parle de lui. Non, mais là, c'est ça qu'on me demande. Yeah! Là, tu as l'air jeune, Jonathan. Oui. Mais as-tu commencé à l'adolescence? Quand est-ce que tu as commencé à écrire et à avoir le goût d'écrire?
Ça, là, c'est quand j'étais au primaire et ce n'est pas à l'école. C'est chez moi. Je voulais impressionner mes grands frères, justement. Je me disais dans ma tête, je vais écrire quelque chose de plus épeurant que les films qu'ils regardent. Puis j'avais commencé, c'était un petit paragraphe. Puis là, j'avais signé par le maître de l'horreur, Jonathan Reynolds. Fait que je revois ça, il me remontrait ça, mes frères, ils ont tous gardé ça. Hein? Puis là, je suis comme, voyons donc, j'avais écrit ça. Puis ça a commencé dès le primaire. Après ça, le secondaire, j'ai partagé ça avec mes amis. C'est des plus longues histoires un peu. Puis j'ai été chanceux parce que mes amis me disaient pas juste c'est bon, c'est bon. Non, ils me disaient qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ça m'a tellement aidé. Parce que quand on se fait toujours dire c'est bon, ben tu t'améliores jamais. Fait que j'ai eu des amis assez critiques. Puis je leur demandais aussi, là. Fait que ça m'a permis de développer. Ah ben oui, c'est pour ça que tel personnage, les gens y croient pas parce que XX truc. Bon. Puis vraiment, là, je me suis développé assez jeune. Un certain talent, disons. Je veux pas dire que je suis bon, là, mais je veux dire un certain talent, disons. Puis, j'ai pas fait un bac en littérature ou quoi que ce soit. Oui, j'ai des études, mais je veux dire, l'écriture, là, ça se travaille à la maison. Plus que tu écris, plus que tu vas avoir le goût d'écrire, plus que tu vas, puis plus que tu lis aussi. C'est les deux trucs, t'écris et tu lis. Beaucoup. Et est-ce qu'on peut dire aux jeunes, on peut avoir de l'aide aussi en tant qu'auteur? Parfois, on n'a pas la grammaire parfaite. Ouais, tout à fait. Mais je fais encore des fautes. Je veux dire, je suis meilleur que dans le temps, bien entendu. Mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, il y a des des reviseurs, c'est ça. Des reviseurs, je cherchais le mot. Un auteur cherche toujours ces mots. Il y a des reviseurs qui existent, c'est leur emploi. Ils sont là pour repasser de toute façon. Il y a personne de parfait. Je veux dire, bon. Donc, inquiétez-vous pas. Si vous faites 2-3 fautes puis vous paniquez, là, ben, je peux peut-être en faire 4-5. Tu sais, là, c'est pas grave, là. C'est des choses qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan. Jonathan Reynolds, ça n'a pas oublié ce nom. Un homme dynamique et il n'a pas l'air du violent. Après l'entrevue, je vais l'étrangler. Ben, merci. Merci encore. Avec moi, Mélissa Bernard de Ville-Marie. Un beau projet. Voulez-vous nous l'expliquer? Alors, notre projet, c'est qu'à l'école, avec seulement des garçons, on a créé une maison d'édition afin que les garçons puissent bonifier uniquement d'un projet stimulant en écriture, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de décrochage chez les jeunes garçons. Donc, pour bonifier un peu cette éducation-là, on a fait ce projet-là. Les élèves devaient écrire un livre, donc on a 18 livres différents ici aujourd'hui. Et ils ont passé par toutes les étapes. Donc, il y avait auteur, illustrateur, le comité des éditeurs, puis aussi, j'ai un blanc de mémoire comme ça, là. Donc, on a vraiment passé sur les faces. On était les faire au idée graphique. Je cherche beaucoup. Donc, les enfants, ils ont pu vraiment voir qu'est-ce que c'était une vraie vie d'auteur. Et ça a vraiment été chercher l'intérêt des garçons et dans leur vie personnelle, la confiance, parce que c'est des élèves qui ont des difficultés. Donc, ils ont fait un projet qui leur permet de réussir là, une réussite personnelle et scolaire aussi là, en écriture. Et on parle des élèves de quelle année scolaire? De 3e année à la 6e année. Donc, c'est des élèves qui sont en difficulté avec moi. Donc, en soutien, on a fait ce projet-là. Quand ils ont vu le livre, qui était là, tout près, quelle réaction ils ont eue? Des très grands yeux. Je pense que personne, même les membres du personnel, s'attendait pas à une qualité de livre comme ça. Donc, ils ont été vraiment impressionnés de voir qu'ils étaient aux mêmes égalités que les vrais auteurs au Salon du livre. Donc, on a fait la remise des livres seulement mercredi cette semaine. Et c'était vraiment là, les yeux pétillants. C'était vraiment beau à voir là, la fierté. C'est vraiment ma paye, ça. Je comprends. Donc, on va parler à 3 jeunes auteurs. Ils ne sont pas tous ici en même temps? Non, parce que là, avec l'école et le kiosque, donc aujourd'hui, on a des élèves de 3e année avec nous. Donc, ils vont pouvoir vous montrer un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils pourraient vous présenter leur livre là, aujourd'hui. Merci beaucoup. Bienvenue. Avec moi, un des auteurs, Nathan Deschamps, c'est bien ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Toi, ton histoire, c'est quoi? C'est... le titre, c'est L'aventure de Gollum NW. Et as-tu aimé ça, écrire ton livre? Ouais. Quand tu as vu que ton livre, là, il était sur papier, il y avait un beau couvercle avec les dessins, est-ce que c'est toi qui les as fait aussi? Non, elle s'appelle Alice.
qui a fait les dessins. Mais quand tu as vu ton livre, là, c'était un vrai livre. Quelle réaction que tu as eue? Ben, j'ai eu le sourire, puis j'ai aimé ça. Et tu devais être très fière, hein? Ouais. Tes parents, quand ils ont vu ton livre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais je sais pas, mais il y en a qui ont dit bravo Nathan, t'as bien fait ça. En tout cas, moi, je te souhaite bravo, puis j'espère que tu vas en réaliser un autre. Ça se pourrait. Merci beaucoup. Bye. Avec moi, Olivier Bougie. Tu as quel âge? 8 ans? 8 ans. C'est la première fois que tu écrivais un livre. Oui. Ah, comment tu as aimé l'expérience? Bien. As-tu trouvé ça difficile parfois? Ouais. Un petit peu difficile. Qui t'aidait? Madame Mélissa ou Madame Stéphanie? Et est-ce que toutes les idées, là, ça se plaçait au fur et à mesure où tu savais pas mal en gros qu'est-ce que tu voulais écrire? Pas mal en vous. Les dessins, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui les a faits? Ouais. Puis quand tu as vu ton livre, là, qui était vraiment réel, là, hein, il était sur papier, quelle impression ça te fait? Ben, que j'étais content de pouvoir le voir déjà sorti. Puis, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il va en écrire un autre? Ben, non. Non, un suffit. Ouais. Le titre de ton livre, c'est quoi? Le loup? Le loup. Parce que tu aimes les loups? Ouais. Est-ce que c'est une histoire qui est épeurante? Non. Juste la vie d'un loup? De 2 loups. Ben, qui aiment jouer dans la neige. Puis il y en a un qui se blesse. Après, c'est l'autre. Puis après, ils jouent encore, puis c'est fini, là. Ben bravo, mon cher. Merci. Avec moi, on a Vincent Gay. Oui. Tu viens de quel endroit? Où est-ce que j'habitais avant? De l'Ontario. Donc, à Ville-Marie, depuis combien de temps? C'est juste cette année-ci. Juste cette année-ci. Donc, tu allais à l'école française auparavant. Non, à l'école anglaise. À l'école anglaise, puis tu as écrit un livre en français. Oui. Tu dois être fier, pas à peu près. Ouais. Quand tu as écrit ton livre, bon, c'est quoi le titre, premièrement? C'est le garçon avec trop d'imagination. Ah, je me demande bien c'est qui. C'est-tu une histoire réelle? Non. Non, c'est pas toi un petit peu? Non. Non, OK. Quelle sorte d'imagination qu'il y a, le garçon? J'ai aucune idée. Donc, faut le lire pour savoir ce que c'est. Ouais. Quand tu as fait ton livre, puis là, tu l'as vu en papier, là, tu devais être content. Ouais. Quand tu vas être vieux, tu vas pouvoir montrer ça à tes petits-enfants. Ouais. Ça t'a donné le goût d'en écrire un autre? Pas. Ben, ça me tenterait. Ben, je pense que oui, moi, hein, après vivre une belle expérience comme ça. Peut-être l'année prochaine, je vais en écrire un autre. Ben, parle-moi de ça, mon grand. Bravo. Merci. De rien. Avec moi, Pascal Cloutier. Premièrement, bonjour et bienvenue à Témiscamingue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Je m'excuse, c'est Témiscamingue. Je demeure à Témiscamingue, mais je portais à dire Témiscamingue. Monsieur Cloutier, vous venez de quel endroit? Moi, je suis originaire de la Montérégie. Je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai vécu la majeure partie de ma jeunesse à Mont-Saint-Grégoire. Et maintenant, je demeure avec ma famille à Chambly. À Chambly. Est-ce que vous avez toujours été écrivain? En fait, j'ai commencé à écrire assez jeune. J'aimais beaucoup écrire, j'aimais inventer des histoires. Les écrire aussi faisait partie du processus, si on veut. Pendant une longue période de ma vie, j'ai pas écrit du tout parce que j'étais aux études, puis ça me demandait trop de temps et j'avais pas la tête à ça. Et dès que j'ai terminé mes études, j'ai commencé à voyager.
J'ai voyagé beaucoup, voyagé partout. J'ai été très privilégié. Puis ces voyages-là, je les ai faits la plupart du temps seul. Ce qui m'a donné le goût de raconter mes voyages. Mais il ne s'était pas passé des choses très extraordinaires dans ces voyages-là. Fait qu'au lieu de faire des carnets de voyage, j'ai préféré prendre les endroits qui m'ont le plus marqué dans ces voyages-là, les décrire le mieux possible, puis placer l'action dans ces décors-là. Fait que le lecteur, dans mes romans, il se promène beaucoup. Il y a beaucoup de descriptions d'endroits qui m'ont semblé magnifiques. S'ils les ont vus, ils les reconnaissent. S'ils les ont pas vus, ils ont le goût de s'y rendre. Puis ça, c'est partout sur la planète. Donc, observateur de la nature, de l'architecture, mais est-ce qu'on a observé aussi le comportement des gens? Parce qu'il faut, pour prendre les caractères des personnages, vous devez observer les gens. Oui, tout à fait. En fait, j'ai observé tout ça. Comme vous le dites, en voyage, on peut observer jusqu'à la culture. Et j'ai observé ça. Par contre, je porte pas de jugement à ça. J'ai vraiment une vision de touriste. J'absorbe ce qu'on m'offre dans ces voyages-là. Et je fais aussi le même exercice, mais à l'envers. Je m'explique. Dans mon premier roman, on observe 5 gars qui prennent une bière dans une taverne de Montréal un vendredi soir. Pour moi, pour vous, c'est pas très exotique. En fait, c'est un peu simple comme situation. Mais pour un touriste, ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire parce qu'on se pose des questions. Pourquoi il retourne toujours là? De quoi il se parle? Quel est le sentiment? Quelle est l'atmosphère dans cet endroit-là? Les atmosphères sont très importantes dans ma description de ces endroits-là parce qu'ils campent l'action qui va se dérouler devant les yeux du lecteur un peu plus tard. Est-ce que, bon, vous dites les 5 hommes, bon, c'est bien beau, vous décrivez l'atmosphère, Oui. mais est-ce que vous dites vraiment ce que les hommes se racontent? Ben en fait oui, c'est pas quelque chose de très élaboré parce que c'est pour le divertissement. Dans cette situation-là, les hommes sont là pour raconter leurs histoires. C'est ce qui va leur arriver un peu plus tard dans le roman qui devient extraordinaire et qui là arrête toute réflexion de ce qui se parle, de ce qu'ils pensent, de tout ça, parce que l'action embarque assez rapidement. Ça, c'est dans tous mes romans. Moi, mes romans, je vous parlais que c'est les voyages qui m'ont fait écrire. Bon, il faut savoir que ce qui distingue mes romans, c'est les voyages. Puis en deuxième lieu, c'est la structure de mes romans. Chacun de mes 4 romans raconte, à chacun à leur tour, 3 histoires. Dans chacun d'eux, il y a 3 histoires complètement différentes, tellement que le lecteur a l'impression que jamais ils vont se rejoindre, mais ils finissent toujours par le faire. Fait que c'est ça l'intrigue de mes romans, c'est de se demander ce que ces 3 histoires-là font dans le même bouquin. Puis à la fin de la lecture, on se rend compte que c'était toute la même histoire. C'est juste que c'était des visions différentes, de situations différentes, des endroits différents. Des perceptions différentes. Des perceptions différentes, des cultures différentes, comme vous l'avez mentionné tantôt. Puis finalement, ça s'imbrique parfaitement pour se rendre compte que tout ce que vous faites dans la vie, tout ce que moi je fais, a une influence énorme sur tous les habitants de notre planète. Si vous prenez justement votre dernier bébé, là. Oui. Bon, lui est un peu différent par contre. C'est ce que vous me racontiez avant l'entrevue. Oui, en fait, la différence dans celui-là, c'est pas tant dans la structure, parce qu'il y a encore 3 histoires qui se chevauchent, qui finissent ensemble. C'est pas non plus pour les voyages, parce qu'il y a encore beaucoup de voyages. Le nord des États-Unis, l'Islande, le Québec, on voyage, mais encore beaucoup. Ce qui différencie ce 4e roman-là des 3 autres, c'est que quand je rencontre les lecteurs dans les salons du livre ou ailleurs, j'explique toujours que le lien, faut pas s'imaginer que c'est un coup de baguette magique. Ce que j'écris, c'est pas de la science-fiction, du surnaturel ou de la magie. C'est quelque chose de terre à terre. Puis le lien qui unit tout ça, habituellement, c'est quelque chose de réel, de concret. Dans mon 4e roman, Le Spectre de Booz, c'est pour la première fois, je m'approche un peu de la science-fiction. C'est que c'est un thriller scientifique. La résultante ou ce qui réunit les 3 histoires a un aspect, je dirais, inventé, imaginatif. Et il y a un bel équilibre parce qu'en même temps que j'ai 3 histoires, que le lien est un peu science-fiction, j'explique et je décris une situation qui est vraiment arrivée ici au Québec, à Dorion, dans les années 60. Un accident d'autobus scolaire, un autobus qui a été frappé par un train du CN. Ça a fait une grosse histoire parce qu'il y a eu 21 morts. 21 jeunes de 15 ans qui sont morts dans cet accident-là. Et j'en traite dans le roman. Fait que vous voyez, il y a comme un mélange de ces 3 histoires-là, plus l'accident qui est réellement arrivé,
une description complète de la situation du départ des enfants en autobus jusqu'aux commissions d'enquête que ça a provoqué. Et en parallèle de tout ça, ben on a l'aspect scientifique qui vient réunir tout ça, qui est l'épice finale qui donne le goût à ce roman-là. Donc, on va vivre l'atmosphère aussi dans celui-là. Oui, tout à fait, parce que je vous donne l'exemple, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de gars qui prennent une bière à Montréal, dans une taverne. Bien, dans celui-là, on parle de joueurs de hockey qui font leur junior dans le nord des États-Unis. Le nord des États-Unis, c'est, à notre idée, habituellement, nord-américain, c'est pas très exotique. Mais dans le livre, j'amène quand même une vision de touristes qui trouvent des aspects intéressants à ces endroits-là. C'est sûr que quand on parle de l'Islande dans ce roman-là, c'est des endroits qui, de toute façon... Il n'y a pas le volcan qui est... Ben, ils sont à côté parce qu'il y a des volcans partout, mais non, il n'y a pas de volcan, ils ne jouent pas un rôle dans ce roman-là. Mais c'est l'exemple où, là, l'œil du touriste est accroché partout parce que tout est différent, on dirait une autre planète. Ben, j'essaie de passer ce message-là, de passer cette atmosphère-là à travers mes écrits. Fait que le voyage est toujours omniprésent. Merci beaucoup, Pascal Cloutier. Donc, si on veut vivre l'atmosphère, l'intrigue, lire le 4e roman et les 3 autres pour l'observateur que vous étiez et pour les atmosphères qui sont différentes. Tout à fait. Puis je vous invite à me visiter au salon pendant le salon, à venir visiter mon site internet www.pascalcloutier.com. Vous avez des images des endroits ou des décors où se produit le roman. Fait que ça, c'est intéressant pour le lecteur. Il peut regarder son écran et voir des images des endroits où ça se déroule. Et vous allez avoir les informations sur mes 4 romans puis la façon de vous les procurer. Aux éditions? ADA. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon salon. Avec moi, M. Hubert Gauthier. M. Gauthier, vous êtes de la région. Oui, je suis un petit gars de geek qui a enseigné à Ville-Marie et qui, après, je suis allé à Rouyn-Noranda, directeur d'école, 23 ans, au ministère de l'Éducation, 13 ans. Et là, je suis retraité, demeure à Magog. Donc, vous avez trouvé le temps d'écrire. Quand on est à la retraite, on n'arrête jamais habituellement, là. À la retraite, ça prend un calendrier pour mettre les rendez-vous, mais dans mon cas, j'ai une canne, des chirurgies, donc le meilleur médicament pour moi, ça a été d'écrire. Justement. Le titre, on dirait, ça nous dit quelque chose. Je me souviens. Je me souviens, mais c'est vos souvenirs. Bon, ce n'est pas une autobiographie. Dans le livre, même si je me souviens au Témiscamingue, 45-65, je ne dis même pas que j'ai enseigné à Ville-Marie. Donc, on est loin d'être une autobiographie. Moi, quand je suis né dans un restaurant à Guigues, il n'y avait pas d'électricité en 1938. L'électricité au Témis est arrivée en 1945. Et j'ai voulu, l'objectif du livre, c'est de donner un legs, laisser un legs historique. L'histoire, là, faut qu'elle s'écrive. Et moi, le donner au suivant, là, c'est pas en parole, c'est là. Là-dedans, je parle pas de moi, mais au travers de mon vécu, j'ai ressorti toutes des situations historiques qui n'est pas connues, qui n'a pas été traitée. Et j'ai 51 photos. Donc, pour que la population est présente et à venir, s'ils veulent se référer dans l'histoire de ces années-là, parce que c'est bon pour au Témiscamingue, c'est bon à Sudbury, c'est bon à Gaspésie. Quand on parle de religion, quand on parle de la médecine rudimentaire, toutes ces choses, les fréquentations dans mon temps, c'était différent d'aujourd'hui. Fait que c'est ça, puis on n'avait pas d'électricité. Comment qu'on se débrouillait? J'ai joué beaucoup au hockey. Et là, les rivales, j'allais jouer à Témiscamingue Sud, dans votre vieille aréna, là. Donc, et je jouais pour Guigues avant de me marier. Je me marie en 62, il faut que je joue pour Ville-Marie. Et on avait droit à 3 joueurs de Témiscamingue Sud. Je me souviens du Grand Saint-Jude. Ça, c'est... j'ai écrit dedans un incident là, avec notre Grand Saint-Jude. Parce qu'à Ville-Marie, on avait droit à 3 joueurs, comme je dis, de Témiscamingue. On dit toujours ici Témiscamingue Sud. T'sais? Fait que c'est ça. C'est enfin que les générations à venir aient une référence
historique. La documentation, pas autobiographique, est-ce que vous êtes documenté auprès des personnes de la région de Guigues ou... Non et oui. C'est mon vécu. Maintenant, vu que c'est historique, je peux pas me tromper en termes de date. Ça. Donc, je parle exemple, l'aréna de Guigues, une municipalité de 1158 de population qui a bâti un aréna sans aucune dette. Comment on s'est pris? Le différent pour la polyvalente Ville-Marie-Lorrainville. Donc, Luc Bergeron et Gabriel Bastien ont écrit un bon document. Et moi, ce que personne ne sait, et je me suis confessé là-dedans, j'enseignais à Ville-Marie, et Roch Courtemanche et moi étions les personnes qui, les fins de semaine et le soir, on écrivait des statistiques, on donnait ça à l'avocat Vincent, qui est juge aujourd'hui, qui était commissaire d'école. Fait que lui, il y avait de l'argumentation qui pouvait sortir. J'étais en dessous de tout ça. Fait que, donc, j'ai vu les tout débuts, j'étais là. T'sais. Donc, je parle uniquement de ce que j'ai vécu. T'sais. Et, par contre, si je me souvenais, l'aréna brûlée en quelle année? C'est ça. Donc, j'appelais Côme Marchand de Guigues, qui était mon référent. Pour ce qui est de la polyvalente, c'est Gabriel Bastien. Donc, Gabriel Bastien m'a envoyé un dossier que Luc Bergeron et lui ont monté. Et moi, je savais l'histoire. J'étais ici. Donc, j'en ai rajouté, j'ai personnalisé et j'ai eu la permission de prendre ce que je voulais dans ça. Donc, l'objectif de le dossier polyvalente, il est écrit historiquement. Ce n'est pas des perceptions, c'est vraiment, vous pouvez confirmer tout ce qui est écrit. Donc, moi, après que j'ai terminé mon texte, je l'ai retourné à Gabriel Bastien. Gabriel, y a-tu des hérésies dans ce que je dis? Gabriel, OK. Tout comme j'ai parlé de la religion dans ces années-là, c'était différent. Et notre curé, qui est venu, Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, prélat domestique, j'ai parlé de lui, j'allais à la pêche avec lui, puis j'ai parlé de la religion. Donc, j'ai communiqué ici avec le curé de Guigues-Ville-Marie, qui était mon chum, j'ai joué au hockey avec lui. Fait que j'ai appelé Gérard, puis j'ai dit, je vais écrire. Veux-tu que je t'envoie mon le premier jet? Ah oui. Fait que je lui ai envoyé, il a fait ses commentaires, j'en ai tenu compte parce qu'il était très intéressant, et j'ai pondu mon document final. Donc, j'ai joué sécure, c'est de l'histoire, c'est pas un roman. C'est de l'histoire, il faut que tu sois certain de ton affaire, tu sais. Donc, c'est ce que j'ai vécu, que j'ai écrit, tu sais. Mais c'est pas seulement des statistiques, c'est bien raconté. Exemple, j'ai travaillé sur la drave ici, qu'on appelait la SWIP dans le temps, et ça n'existe plus. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Le bois partait. Fait que mon patron, dans le temps, Réaume Lacroix, il m'a donné l'information qui me manquait. Moi, je l'ai travaillé 3 étés. Je savais ce qu'il y en était, qui partait de Notre-Dame-du-Nord à Témiscamingue-Sud. Je savais toute l'histoire. Mais j'avais une faiblesse historique qui était comment et où ça partait, le trajet des eaux. Donc, il m'a, au téléphone, je l'ai appelé 2 fois, il m'a donné l'information pour... Donc, le dossier est complet. C'est comme ça que j'allais le compléter. T'sais. Maintenant, exemple, la médecine du temps. Avant hier, là, si tu avais mal aux oreilles, les gens fumaient, puis ils envoyaient ça dans les oreilles, passer. J'ai vu, moi, à Guigues, à l'école du maître, qu'on disait, l'été, ils ramassaient là, les pupitres, comme on disait. Les parents arrivaient avec le petit gars, la petite fille, vers 8-9 ans. Ils ne posaient pas la question s'il y avait les amygdales malades. Ils se couchaient du chloroforme, puis le médecin enlevait les amygdales, il mettait ça dans la poubelle. C'était ça dans le temps. Et toutes sortes de choses. C'est ça que j'ai raconté, là. En tout cas, c'est à lire. Je me souviens. Je me souviens, au Témiscamingue, 1945-65. Mais si on parle de la religion, en Gaspésie, c'était la même. Les fréquentations, dans mon temps, c'était pas mal. Et surtout la même chose. Préparation, mariage encounter.
toutes des choses dont je parle dans le livre. Moi, j'ai joué beaucoup au hockey. Donc, lorsque j'ai terminé mes études en 60, je jouais pour Guy, des garçons. On se marie, mon épouse et moi. On vient habiter à Ville-Marie. Bien là, il fallait jouer à Ville-Marie. Donc, aimer, puis pas aimer, c'est là. Et là, on avait droit à 3 heures de Témiscamingue Sud. Et puis là, je raconte des incidents, là, qui ne sont pas connus du public, mais auxquels j'ai assisté, là. Fait que c'est ça qui... Donc, les gens peuvent venir vous voir au salon, en profiter. Et autrement, on regarde pour M. Hubert Gauthier, les éditions. Une possibilité de vendre des volumes à Témiscamingue? Ben, il n'y a pas de librairie. S'il y avait une librairie, lundi, je passe à Témiscamingue Sud, mais ça va être, on peut, par Internet, commander le volume à une adresse qui est JMS, je me souviens, jms.temis4565 à commercial belle.net. Tout est au bas de l'écran. Si en Ville-Marie, au Logitech, il y en a en quantité. Hein. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, madame. Puis salutations à nos amis de Témiscamingue. Avec moi, Vincent Maillé. Oui, c'est bien ça, Vincent Maillé. Je croyais être en la présence du Chevalier de Troyes. Oui, je m'excuse de vous décevoir. Effectivement, on commémore le 325e anniversaire du passage de Chevalier de Troyes dans la région du Témiscamingue, sur le lac Témiscamingue. Et à l'intérieur de son expédition, il y a un personnage on affectionnait un peu plus, qui était Pierre Lemoine d'Iberville. Alors, c'est ce personnage que je vais personnifier cet été. Ça fait pas mal de personnifications en même temps. Oui. Mais pourquoi au Salon du Livre? Pourquoi au Salon du Livre? En fait, c'est que on voulait surtout rencontrer la population locale et la population qui se déplace pour ce genre d'événement-là. Leur montrer le costume, le personnage, leur montrer qu'à Fort-Témiscamingue, ça va bouger et leur dire aussi qu'on va se promener dans la région cet été dans différents événements. Ce personnage-là va être exportable, donc on va le promener un peu partout, parler de cette histoire-là qui est riche et qui est même méconnue des Témiscamingues. C'est pas tout le monde qui sait que le Chevalier de Troyes, Pierre d'Iberville, en fait, les 3 frères qui sont passés dans la région il y a 325 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette expédition-là, elle est fabuleuse, elle est riche en émotions. Essayez de vous imaginer une centaine d'hommes en canot qui partent le 30 mars pour aller jusqu'à la baie James, à la baie du Thon, pour aller attaquer les Anglais qui sont là à l'époque. Si on refaisait une expédition de cette envergure-là aujourd'hui, on parle d'1,5 million de dollars en termes de coûts. Alors, quand on a décidé de faire cette expédition-là, à ce moment-là, c'était très important. Et c'est pour ça qu'on voulait le présenter aux Témiscamingiens, on voulait le présenter également à toute la population. Comment se fait-il qu'on ne connaît pas cette histoire-là? C'est drôle parce qu'on en parlait hier avec Albert Miller, qui est la personne qui a personnifié Iberville en tout premier dans une très belle série à Radio-Canada. Il me disait, c'est drôle, on parle beaucoup de Dollard des Ormeaux, qui est mort avec son baril de poudre, et c'est drôle, on parle pas de la famille des Lemoine. Pourtant, Charles Lemoine, qui était le seigneur de Longueuil, qui est arrivé avec les Jésuites, et tous ses fils et ses filles, c'est une très grande famille. Les Lemoine, ils sont 13, avec des personnages flamboyants, dont Pierre, qui était probablement le plus célèbre des fils Lemoine. Et je sais pas pourquoi on n'en parle pas autant. C'est un pan de notre histoire, les Canadiens français, on semble avoir oublié. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on voulait faire ça cet été, rendre ce pan-là un peu plus visible. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ce personnage-là, puis pourtant qui a été très, très important pour la colonie. Il s'est promené partout. Il a détruit, bien entendu, plusieurs postes anglais. Il est mort à Cuba. Il a fondé la Louisiane. Il a fait pas mal de choses. Oui, c'est un explorateur. Oui, bien c'est ça. C'est Pierre, c'est pas juste un... J'en parle comme si c'était mon grand ami. Je commence à le connaître pas mal pour avoir lu pas mal. Paraît bien. Et c'est ça, Pierre. Pierre, oui, c'est un explorateur. C'est un marin aussi avant tout. Il se destinait, imaginez-vous, ses parents le destinaient à la prêtrise. À 12 ans, il voulait rien savoir. Il a sacré son camp pour aller sur les bateaux, et entre autres les bateaux de son père, où il va apprendre le métier de marin, entre autres. Et quand il va revenir un peu plus tard, quelques années plus tard, ses parents vont comprendre qu'il n'y a rien à faire et qu'il vaut peut-être mieux lui trouver une autre carrière. Est-ce qu'il y a une descendance?
Ben, c'est une très bonne question. Il reste encore des Lemoines, hein? L-E-M-O-Y-N-E, on connaît ça, c'est un nom de famille qu'on voit encore. Il y a encore des descendants, tout près de Longueuil d'ailleurs. J'ai pas eu la chance de les rencontrer, mais je sais qu'il y en a encore des descendants, même directs de cette lignée-là. Il faut comprendre qu'ils sont quand même 13. Ça fait quand même pas mal de monde. Les Lemoines s'accoquinaient, se sont accoquinés avec plusieurs grandes familles aussi canadiennes, françaises. Donc, sans nécessairement que ce soit des Lemoines, il y a une espèce de répercussion dans plusieurs grandes familles aussi. Donc, il y a quand même pas mal de descendance. Vous dites qu'ils ont gagné certaines batailles contre les Anglais. Est-ce que c'est pour ça que ça a passé sous silence? Les Anglais ne voulaient pas... Ben, j'ai eu un excellent prof d'histoire un jour qui m'a dit on raconte l'histoire toujours selon les vainqueurs. On raconte rarement du côté des vaincus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la conquête anglaise, ben, on est techniquement des sujets britanniques, même si on ne l'est pas vraiment. Ce qui est arrivé en bout de ligne, c'est que ce pan-là de l'histoire, c'était vraiment une rivalité canadienne, française et anglaise à l'époque pour la traite des fourrures. On voulait se débarrasser des Anglais parce qu'on était encore en Nouvelle-France. C'était à nous, c'était notre territoire et c'était surtout nos fourrures. Il n'y avait pas d'affaire à ce que, même si on était à la baie du Son et à la baie James, les Anglais n'avaient pas d'affaire là à ce moment-là. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fameuses guerres arrivent entre l'Angleterre et la France. Les territoires vont changer souvent de main et finalement, on va devenir sujet britannique à notre tour. Je suis intriguée, mais pourquoi il est mort à Cuba? C'est une très bonne question. C'est même une excellente question. Écoutez, Iberville, comme je vous disais tantôt, s'est promené jusqu'en Louisiane, a fondé la Louisiane et à un certain moment donné, va même avoir des ordres d'aller s'emparer de certaines îles, les Antilles aussi. Alors, c'est pour ça qu'il se promenait dans ce coin-là. Et à Cuba, il y a plusieurs histoires. Hein, parce que vous savez, son histoire à Iberville est riche et il n'y a pas juste des moments gentils. Il y a des moments particuliers aussi. Il y a eu ses déboires avec la justice même. Il serait mort d'une fièvre jaune sur son bateau. Et à ce moment-là, à Cuba, c'est pas très clair, mais il aurait probablement fait de la contrebande de fer à ce moment-là. On dit qu'il était flibustier dans ses mauvaises années aussi, donc se livrait à des actes de piraterie, hein, de prendre... On devait survivre. On devait survivre, mais je sais pas si on pourrait dire ça, mais il y avait des gains à faire, hein, quand on voyait un bateau qui était plein de marchandises. Si on était un bon pirate, on savait s'en emparer. Alors, tout ça, c'est sûr, vient teinter aussi le personnage. Il n'a pas fait que des bonnes choses, Iberville. Alors, c'est sûr qu'on en parle moins de ce côté-là, mais ça existe aussi. Et d'ailleurs, si les gens viennent à Fort-Témiscamingue cet été, ça va me faire plaisir de leur en parler. Tu vas pouvoir raconter l'histoire. Oui, bien c'est ça, on est là cet été spécialement pour ça. On parle de ce personnage-là de long en large. Il avait 25 ans environ quand il a fait l'expédition avec de Troyes pour monter. Et sa vie ne va pas s'arrêter là. Il va mourir 20 ans plus tard à 45 ans. Et sa vie ne va pas arrêter une seconde. Il a une fille légitime. Tout va se passer dans sa vie à Iberville. Et comme il vient de la grande famille des Lemoines aussi, on va nécessairement parler de cette grande famille-là aussi. On va parler aussi des Autochtones avec qui Lemoine nécessairement avait des très bons liens, avec son père également qui avait des très bons liens avec eux. Donc on va parler aussi de la part des Autochtones dans cette fameuse expédition-là, les maladies, les conditions de santé. Je pense que je vous en parlais tantôt, on parle le 30 mars, on parle avec les canots sont sur des traîneaux à chiens. Et un petit peu plus tard, un mois plus tard, on débarque les canots dans l'eau, mais il fait encore extrêmement froid, les engelures. C'est épouvantable, c'est des conditions extrêmes. Des belles vacances. Des belles vacances. Oui, des belles vacances. Et je peux vous dire présentement, là, je suis avec le fameux capot en feuilles de laine. Je suis content d'être au mois de mai ici au Témiscamingue. À l'extérieur, on est très bien. Là, je commence à avoir chaud à l'intérieur. Ça, je vous trouvais déjà courageux, là. Oui, j'ai hâte de sortir à l'extérieur. Merci beaucoup. Et on peut vous voir à Fort-Témiscamingue. Oui, du 14 juillet donc jusqu'au 20 août. Je suis là de tous les jours de 11h à 16h, donc sauf le lundi et le mardi. Il
faut prendre une pause, bien entendu. Et on va être là tout le long à Fort-Témiscamingue. Ici, les gens viennent dans les différents événements, la foire gourmande, entre autres. Je sais que je serai là. Donc, au Témiscamingue, les différents grands événements qu'il y a, où vous devriez voir Pierre Lemoine d'Iberville en action. Et si on est chanceux, on devrait tirer à la poudre noire également cet été. Donc ça va être spectaculaire si on a la chance de faire ça. J'espère. On n'a pas eu encore toutes les autorisations, mais on espère que ça va se faire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon été. J'oubliais, parce que c'est important, on a jasé, on a parlé. Bon, vous dites tellement de bouts d'histoire. Est-ce qu'on peut retrouver des écrits? Ben oui, entre autres, on est au Salon du livre de Ville-Marie. Et ce livre-là, souvent, c'est le journal de l'expédition du Chevalier de Troyes. Il est magnifique en rouge, qui a été réédité. Et là-dedans, ça se lit vraiment comme un roman. Alors, c'est vraiment le Chevalier de Troyes qui relate son expédition au jour le jour, avec ce qu'il a fait avec les différents commandants qu'il avait sous ses ordres et toute la troupe qui l'accompagnait, une centaine d'hommes qui étaient avec lui. Alors, le livre relate toute l'expédition du Chevalier de Troyes. Et ça, c'est une merveilleuse petite Bible pour une personne comme moi qui va personnifier, parce que là, on comprend un petit peu plus l'étendue de cette expédition-là. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'avec tous les archives qu'on a, autant du côté de la France que du Canada, on a pu retracer, entre autres, au niveau de l'expédition, tous les coups qui sont reliés. Alors, on sait que, par exemple, on équipait les hommes avec 2 paires de mocassins et une paire de souliers comme ça. Alors, dans l'expédition, il y avait ça. Donc, l'équipement de base, c'était autour de 60 livres. Je pourrais pas vous dire en monnaie courante aujourd'hui. Il faudrait que je fasse les calculs dans ma tête et je suis pas très bon. Et on donnait l'équivalent de mémoire d'une 30aine de livres en plus à tous les gens pour compléter leur équipement avec ce qu'ils voulaient. Mais on leur donnait un capot comme celui que je suis en train de porter, le magnifique manteau bleu. On leur donnait 2 chemises, 2 paires de culottes. Et tout ça a été répertorié et les coûts ont été... donc, on sait exactement comment l'expédition elle a coûté. C'est pour ça que tantôt, je peux vous dire, on est à une expédition qui coûterait aujourd'hui à peu près 1,5 million. Là. Alors, c'était vraiment une expédition d'envergure. Envoyer une centaine d'hommes par terre en canot à cette époque-là, c'était phénoménal. Et tous les écrits qui nous restent, c'est fabuleux. C'est vraiment une histoire merveilleuse à raconter. Et on retrouve ce livre aux éditions... Aux éditions de la Compagnie de l'Éclaireur. Et on peut se procurer ici au Salon du Livre, mais c'est un livre également qu'on peut se procurer via l'éditeur. Bien là, c'est vrai, je vous souhaite bel été, bon fin de Salon du Livre et pas trop chaud. Allez un peu à l'extérieur. Oui, merci infiniment. Puis on va souhaiter quand même du beau soleil cet été. Moi, c'est pas grave si j'ai chaud. L'important, c'est qu'on a un bel été et que les gens viennent nous voir. En 1955, le coût de la vie était différent. Oh, un gallon d'essence coûtait 29 cents. 29 cents. Alors, on est tout content, ça a baissé. C'est pas à 1,34 là. Une coupe de cheveux, 50 cents. Des cigarettes, 20 cents le paquet. Ça, c'est le livre de M. Hubert Gauthier, mais c'est un coffre de merveilles, le Salon du Livre. Vous pouvez découvrir des romans, des documentaires, des biographies et des jeunes qui sont auteurs à leur tout jeune âge. Une belle initiative d'un professeur de Ville-Marie. Donc, on a passé des très bons moments. Et nous voulons remercier les bénévoles qui se sont occupés de nous autres. Surtout, on salue Mylène Farlardeau, qui a couru pour nous, parce que c'était pas une recherchiste, c'est une couriste. Merci encore à tous. Bon Salon du Livre. À la prochaine.